Prochain exemple d'innovation, en fait, pas franchement que de l'innovation, mais d'expertise intéressante, c'est dans ce cas-ci l'expertise québécoise qui s'exporte avec Éducation internationale. Et je demanderai à Étienne Junot de venir me joindre sur scène. Bonjour Étienne. On ne le fait pas en courant. Oh, voilà une montée dynamique. Je vais... Attends. Vous débarrasser de ça. Bienvenue à bord. Alors, il y a des commissions scolaires qui nécessairement savent de quoi on parle quand on dit éducation internationale. Peut-être que pour d'autres, c'est plus mystérieux. Déjà, nous parler un peu de ce que vous faites. Oui. Alors, écoutez, on est très content d'être ici aujourd'hui. Effectivement, Éducation internationale, ça a été créé en 2001. Donc, on a un certain historique et maintenant, le 2/3 des commissions scolaires francophones et anglophones du Québec sont membres de la coopérative. Pourquoi est-ce que ça a été créé, Éducation internationale? Bien, c'était pour aider le réseau des commissions scolaires à s'ouvrir sur le monde, notamment les gens au niveau de la Fédération des commissions scolaires, mais les commissions scolaires aussi s'étaient rendues compte que depuis de nombreuses années, l'internationalisation de l'éducation, c'était l'adage des universités, un peu plus tard des cégeps, mais ça se faisait encore très peu dans les commissions scolaires, tant au niveau du secteur jeune que de la formation professionnelle, et ils voulaient que les choses changent. Et je vous dirais que les choses ont beaucoup changé au cours des dernières années. Éducation internationale, notre rôle, c'est de réunir, d'appuyer et de représenter nos membres dans leurs activités d'internationalisation. Et je voudrais présenter quelques chiffres au niveau de ce qui se fait sur la scène internationale dans les centres de formation professionnelle. Si on remonte 5-6 ans en arrière, il y avait quelques activités ponctuelles qui se faisaient, mais c'était très isolé. Cette année, on a plus de 400 jeunes en formation professionnelle qui sont allés faire leur stage crédité à l'étranger. Stage qu'ils auraient fait autrement au Québec, par exemple, qu'ils auraient pu faire au Québec, mais qu'ils ont choisi de faire à l'étranger. Exactement, qu'ils auraient pu faire en entreprise au Québec et qui ont choisi, avec leur centre, d'aller faire à l'étranger, qui est bien encadré. Donc, les enseignants accompagnent les élèves. Et ça amène des retombées qui sont quand même extrêmement intéressantes pour ces jeunes-là. Et ils sont crédités de la même manière que s'ils avaient fait le stage au Québec. Exactement, crédités de la même manière. Et ça amène des avantages. On parle de persévérance scolaire. Des fois, il y a des jeunes au niveau de la formation professionnelle. Puis tout à l'heure, on voyait, il n'y a pas tant de jeunes que ça. Comment est-ce qu'on réussit à les maintenir aussi et de les encourager à poursuivre jusqu'à la fin de leurs études? Bien, des fois, de savoir qu'ils vont pouvoir faire ce stage-là à l'étranger, c'est une source de motivation. C'est aussi une manière de faire la promotion de la formation professionnelle, de la valoriser. Pourquoi? Bien, il y a des centres de formation professionnelle qui réalisent ces stages-là année après année. Et donc, les jeunes savent que s'ils s'inscrivent dans ce centre-là, dans ce programme-là, ils vont avoir l'opportunité d'aller à l'étranger. Ça les intéresse aussi. Ça agit comme une espèce de bonus, bonbon. L'idée que si je le fais là, il y a au bout peut-être une aventure intéressante à la clé, là. Tout à fait. Et les retombées ont été démontrées, donc c'est pertinent au niveau de la qualification de ces jeunes-là. Il y a des compétences, qu'elles soient transversales comme l'autonomie ou vraiment techniques, qui sont développées. Mais dans le choix, je me permets de vous interrompre, mais dans le choix, par exemple, de ce centre de formation plutôt qu'un autre, l'idée de pouvoir, au terme de l'exercice de la formation à l'étranger, a un effet de rétention et d'attraction. On l'a vu dans certains centres. Donc, dans les centres qui le font de manière pérenne. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de développer. On ne veut pas développer des activités ponctuelles qu'on fait qu'une seule fois. On veut développer des activités pérennes dans le temps, donc sur plusieurs années. Et là, ça amène un mouvement d'entrain. Tout à fait. Un cercle que nous dirons vertueux. Tout à fait. Et là, d'autre part, ça, c'est un volet, donc la mobilité des élèves et aussi des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui vont aussi faire des séjours de perfectionnement à l'étranger pour apprendre de ce qui se fait ailleurs. C'est très utile, oui. Donc, ils vont aller visiter, par exemple, des lycées professionnels en France, apprendre au niveau de la pédagogie, qu'est-ce qu'ils font là-bas, au niveau des techniques qui sont utilisées, donc peuvent ramener ces expertises-là au Québec. D'autre part, on fait aussi du recrutement d'élèves internationaux en formation professionnelle. Donc, on parlait tout à l'heure d'aller recruter des travailleurs qualifiés à l'étranger, mais il y a une autre solution à ça, c'est d'aller recruter des élèves qu'on va venir former ici. Les entreprises vont être rassurées parce que ces élèves-là vont avoir exactement la même formation que nos élèves québécois, vont avoir été intégrés dans les centres de formation professionnelle pendant 1 an, 2 ans, donc vont beaucoup mieux s'intégrer aux entreprises. Et ça, c'est un gros plus. Et moi, j'encourage les centres de formation professionnelle à suivre cette voie-là avec nous autres en appui. Une curiosité, Étienne. Je pense que c'est, il y a quelques années, je pense que c'est le gouvernement, M. Charest, qui avait adopté cette idée que si on obtient son bac au Québec, on est automatiquement fast-tracké si on veut faire de l'immigration. Est-ce qu'un jeune qui a été recruté par vous à l'étranger, qui vient faire ici sa formation professionnelle,
va être aidé, mieux encadré s'il décide d'immigrer? Oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait et je vous dirais que ça a été un combat avec les ministères pour faire accepter la formation professionnelle qui n'était pas considérée, je dirais, à sa juste valeur. On a fait accepter que ce fast track-là qui a été accordé pour les universités et les cégeps, ça a été accordé pour les DEP de 1800 heures. Donc ça, c'est fait. Donc, il y a c'est aussi pas un une challenge valorisation. pour l'entreprise de recruter, c'est-à-dire que... Non, une fois que l'élève a fini ses études, les possibilités de rester, donc pour travailler, obtenir un permis de travail, post-diplôme, d'immigrer, tout ça maintenant est possible. Depuis le 1er juin, donc je vous dirais c'est très récent, ça fait quelques jours, ils peuvent maintenant travailler pendant leurs études. Ce n'était pas possible. Donc, c'est toutes des choses qui ont été mises en place pour faciliter l'accès de ces jeunes-là. Et par la suite, bien, leur immigration, notre objectif, c'est qu'ils restent au Québec et qu'ils amènent une nouvelle main-d'œuvre. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un centre de formation a des activités internationales ou pas? Dans le fond, qu'est-ce qui fait que votre équipe travaille avec un centre de formation ou pas du tout? Bien, je vous dirais que c'est beaucoup une question de vision. Il faut voir les avantages de l'ouverture sur le monde des centres de formation professionnelle. Nous, à Éducation internationale, on peut vous appuyer là-dedans. Il y a des retombées intéressantes. Elles peuvent être pour les élèves, pour les enseignants, mais il y a aussi des retombées qui sont financières. Quand on parle de recrutement d'élèves internationaux, il y a des droits de scolarité qui restent. Cette année, on a plus d'1 million de dollars en droits de scolarité qui vont rester dans les centres de formation professionnelle grâce à ces élèves-là. Il y a des projets de développement international. D'ailleurs, c'est le projet qu'on veut présenter. Au Pérou, je pense. Au Pérou, exactement. Donc, au cours des 10 dernières années, Éducation internationale a réalisé avec les commissions scolaires des projets de développement international pour une valeur d'environ 10 millions de dollars. C'est encore modeste, mais je vous dirais ce qui s'en vient dans les prochaines années est vraiment excitant. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui se réalise au Pérou avec 2 commissions scolaires, commission scolaire de la capitale et commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin. Donc, le projet, c'est renforcement de la formation professionnelle à Lima-Nord. Lima-Nord, c'est une région pauvre de Lima. C'est la région la plus pauvre de Lima. Donc, vous avez à l'écran, justement, quelques images de cette ville. Donc, un projet de 2 ans et demi où l'objectif est vraiment d'aller aider les centres de formation professionnelle de cette zone-là. Ils sont 14 centres de formation professionnelle à améliorer leur niveau, au niveau de l'enseignement, pour se rapprocher des besoins des entreprises là-bas, parce que les technologies qui sont utilisées en entreprise n'étaient pas enseignées au niveau des centres de formation professionnelle. Donc, c'était une problématique qui était assez importante. Donc, les 14 centres que l'on a pu, vous allez voir des photos à l'écran, des images à l'écran, c'est les 2 plus gros centres que l'on voit qui peuvent paraître quand même relativement bien. Il faut comprendre que c'est les 2 plus gros, plus beaux centres. Il y a d'autres centres qui sont beaucoup plus petits dans des conditions beaucoup plus difficiles. Là, malheureusement, on n'a pas de photos aujourd'hui sur ça. Et on comprend que c'est de la formation en basketball que vous offrez. Il y a un peu de tout. Vous allez voir tout à l'heure les formations qui sont offertes. Juste pour vous donner une idée de la situation financière dans laquelle se retrouvent ces centres-là, le ministère de l'Éducation du Pérou ne paie que les salaires des enseignants. Point. Il n'y a pas d'argent pour du personnel administratif, il n'y a pas d'argent pour les équipements, ni pour l'entretien des locaux, ni pour la construction des locaux. Ils ont dû trouver les financements pour tout faire. Donc, ils sont dans des situations qui sont extrêmement difficiles et évidemment, c'est d'une complexité d'offrir un enseignement de qualité. Et donc, l'objectif, en travaillant avec la Commission scolaire de la capitale et de Beauce-et-de-Chemin, c'était de les amener à un autre niveau. Donc, on a une quinzaine d'experts de ces 2 commissions scolaires-là qui sont intervenus sur le terrain et qui interviennent encore parce que le projet se poursuit jusqu'à l'année prochaine. Donc, on a des enseignants en mécanique automobile parce que c'est un des programmes qu'on appuie plus particulièrement. On a des conseillers pédagogiques et on a des directions de centre également. Quel est l'intérêt pour une commission scolaire de, je ne dirais pas de détourner de ses ressources, mais de consacrer de ses ressources à de la formation en dehors du Québec? Bien, justement, ce n'est pas détourner des ressources, puis ça, je pense que c'est important de le voir. C'est vraiment un complément et ça aide les commissions scolaires. On est dans un contexte où les gens qui interviennent sur le terrain, des fois, sont mis en disponibilité. Il y a des baisses de clientèle dans certains programmes où les conseillers pédagogiques ne sont pas à temps plein. Et donc, on vient compléter ces tâches-là en leur permettant d'aller faire des interventions à l'étranger. Donc, c'est un plus pour les commissions scolaires, pour les centres qui interviennent, parce que ça leur permet d'utiliser à meilleur escient les gens qui sont payés. Et également, mais les retombées pour la commission scolaire sont aussi très intéressantes. Ça amène une ouverture sur le monde, ça amène une valorisation des experts qui interviennent.
Donc, on a vu des gens qui nous disaient, écoutez, moi, je suis en fin de carrière, j'ai plus de défis au niveau de ce que je fais. Et là, de dire, je peux intervenir dans un projet international, bien, ça va me donner le goût de rester encore 1 an, 2 ans, 3 ans avant de prendre ma retraite parce que j'aime ça et ça amène un défi de plus. Puis après ça, cette expertise-là, ils sont capables de la transférer à leurs élèves. Donc, les retombées, ce n'est pas parce que c'est seulement des enseignants qui interviennent que ça ne touche pas les élèves. Donc, tout ça, de manière globale, a des retombées sur les élèves. Ça leur permet de voir d'autres pratiques à l'étranger. Donc, c'est des retombées qui sont vraiment intéressantes. Ça a exactement le même impact pour les gens qui font la formation que ça a pour les élèves qui rêvent d'aller faire un stage éventuellement à la fin de leur formation à l'étranger. C'est ça, tout est complémentaire. Donc, je pense qu'on a vu la vétusté des équipements. Voilà. Écoutez, vous voyez un peu les équipements. C'était les ateliers avant et après. Juste pour vous donner une idée, ça va certainement frapper votre imagination. Quand on a commencé à appuyer le centre, une grande partie des équipements dataient d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, essayer de réparer des voitures avec des équipements d'avant la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, c'est impossible. Si tu as des voitures d'avant la Deuxième Guerre mondiale, ça se peut. Oui, mais malheureusement, ils sont aussi rendus avec des voitures, avec des technologies comme on a ici, et ils ne sont plus outillés pour les réparer. Donc, vraiment, l'objectif, puis vous les avez vus, les équipements, on a acheté des équipements grâce au financement du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, anciennement l'ACDI, l'Agence de coopération et de développement international. Donc, il y a des achats d'équipements qui se font. On fait de la formation de personnel au niveau technique. Donc là, notamment, on l'a fait sur la mécanique automobile. Au niveau de la pédagogie, donc il y a eu plusieurs conseillers pédagogiques qui sont intervenus sur le terrain. Au niveau des gestionnaires aussi, on a fait de la formation au niveau des gestionnaires. Je vais vous donner une idée, quelque chose qui va aussi frapper votre imagination. Il y a plusieurs directions de centres qui n'avaient aucune idée, ils avaient combien d'élèves dans leur centre. Ils ne le savaient pas. Ils n'ont pas d'outils par rapport à ça, et pourtant, ce n'est pas des milliers d'élèves. Ils ne le savaient pas. Donc, on met en place des outils pour être capable de suivre leurs élèves. Donc, c'est le genre de choses que les experts des commissions scolaires mettent en place. Et les Péruviens sont également venus au Québec pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et j'ai aussi un message à passer. Quand on parle de valorisation de la formation professionnelle au Québec, j'en ai visité beaucoup des centres de formation professionnelle. Les Québécois ne sont pas conscients de la qualité extraordinaire de ce qui se fait dans nos centres. Les gens qui viennent de l'étranger sont époustouflés, impressionnés. Et là, je ne parle pas juste des pays en voie de développement. Les Français viennent, les gens viennent de plusieurs pays développés. Ils voient ce qu'on fait, ils sont impressionnés. Et ça aussi, il faut en être fier. Et je pense qu'on a un gros travail de valorisation à faire, mais le produit que l'on a, il est excellent. Et il est reconnu sur la scène internationale. Est-ce que je peux me permettre de prendre une question s'il y en avait ou commentaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aller plus loin avec notre invité? Ça va être encore le maître encanteur qui va l'emporter rapidement. Je vois quelqu'un se lever, mais manifestement, non, ce n'était pas dans cette direction-là. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Si je peux me permettre, peut-être juste un dernier point. Ce que vous voyez, on vient de le voir, mais quand on parle d'aller chercher les jeunes, ce qu'on parlait tout à l'heure, je sais qu'il y a des centres de formation et des commissions scolaires qui le font, puis qui le font très bien, mais on le fait aussi au Pérou. On amène les gens des écoles primaires dans ce cas-là, parce que souvent, ils arrivent du primaire à la formation professionnelle. On les amène dans les centres de formation professionnelle pour voir les possibilités. Et ça aussi, ça ouvre l'esprit. Donc, moi, je pense que, je sors un peu de mon secteur, mais je pense que si on amenait tous les jeunes qui étudient au niveau primaire et secondaire visiter les centres de formation professionnelle, puis ils étaient aussi impressionnés que moi, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui choisiraient cette voie-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup.